Bonjour, je vais vous présenter dans cet enregistrement la solution de l'exercice 2 de la série numéro 2 d'électrostatique. Alors dans cet exercice, on considère deux sphères, S1 et S2, concentriques, c'est-à-dire de même centre. La sphère S1 de rayon R1 est chargée uniformément en volume, avec la densité volumique de charge ρ, constante et positive. La sphère extérieure S2 est chargée uniformément en surface, avec la densité surfacique de charge, sigma, constante et positive. Cet exercice comprend deux parties, la partie 1 et partie 2. Je vais lire les questions de chacune des parties au fur et à mesure que je résous la question. Alors, question. Donc, partie 1, question petit a, calculer la charge totale Q de la sphère S1. Alors, la sphère S1, comme je l'ai dit, elle est uniformément chargée en volume. Sa charge totale Q, c'est égal à triple intégrale de ρ dV. Alors, dV ici, c'est un élément de volume infinitésimal à l'intérieur de la sphère S1. Et cet élément de volume infinitésimal, il contient la charge dQ. Donc, j'intègre sur cette charge dQ qui est égale à ρ dV. Ρ étant constant, je le sors de la triple intégrale et je vais avoir Q égale ρ triple intégrale de dV. C'est égal à ρ et multiplié par le volume total de la sphère, qui est la triple intégrale de dV puisque j'intègre sur la sphère S1 entièrement. Donc, c'est égal à 4 tiers pi R1 au cube. Le volume de la sphère S1, c'est 4 tiers pi R1 au cube. Donc, la charge totale de la sphère S1 chargée est égale à Q égale ρ fois 4 tiers pi R1 au cube. Alors, question petit b. Choisir une surface de Gauss convenable et indiquer les raisons de ce choix. Alors, pour le choix de la surface de Gauss, nous allons considérer la symétrie de la distribution. Donc, ici, nous avons une distribution de charge sphérique, que ce soit la sphère qui est à l'intérieur ou bien la sphère extérieure. Donc, au total, nous avons une distribution sphérique de charge. Donc, si je considère un axe, si je considère des points où je veux calculer mon champ électrostatique, que ce soit un point entre les deux sphères S1 et S2 ou bien un point à l'extérieur des sphères, et si je considère un axe OM, l'axe qui passe par le centre O des sphères et le point où je veux calculer mon champ, cet axe-là est un axe de symétrie pour la distribution de charge. C'est-à-dire que si je considère un élément de charge sur la sphère S1, il va donner un champ électrostatique en M. Et si je considère son symétrique par rapport à OM, il va créer un champ électrostatique en M qui va être symétrique par rapport au champ créé par son élément symétrique de ce côté. Et au final, la résultante de ces deux contributions va donner un champ électrique qui est porté par OM. De même, pour tout élément de charge, que ce soit sur S1 ou S2, on considère son symétrique par rapport à OM et les contributions des deux éléments symétriques, des deux éléments chargés symétriques par rapport à OM vont donner un champ résultant porté par OM. Donc, on dit que le champ est radial, il est porté par OM. En plus, en outre, si on fait une rotation autour d'un axe passant par O, cette rotation ne modifie en rien le champ créé en M par la distribution de charge. Donc, le champ final ne dépend ni de θ ni de φ. Ce champ ne dépend que de petit r qui est la distance de O à M. Donc, le champ électrostatique créé par la distribution de charge est un champ radial,
il est porté par OM et il ne dépend que de la distance petit r de O à M. Donc, en tout point de l'espace, le champ créé par la distribution de charge va être radial. Il est porté par la droite qui passe par O et par le point considéré. Donc, les lignes de champ vont être des droites qui passent par O. On dit ce sont des lignes radiales. Et les surfaces équipotentielles, ou bien ce qu'on appelle les surfaces de niveau aussi, vont être des sphères concentriques de centre O et de rayon petit r. C'est-à-dire pour chaque point où on calcule le champ, la sphère équipotentielle sur laquelle le potentiel est constant, ce sont des sphères concentriques de centre O et de rayon petit r. Donc, il y a une infinité de sphères équipotentielles. Alors, la surface de Gauss à considérer, la plus convenable, c'est une sphère de rayon R égale module de OM et de centre O. Donc, c'est la surface de Gauss sur laquelle nous allons appliquer le théorème de Gauss pour calculer le champ électrostatique pour petit r inférieur ou égal à R1 et pour petit r compris entre R1 et R2. C'est la question petit c. Donc, c'est calculer à l'aide du théorème de Gauss le champ électrostatique E créé par cette distribution en un point M, tel que OM égale R. Dans les deux cas, R inférieur ou égal à R1 et R1 inférieur ou égal à R, inférieur strictement à R2. Alors, dans le premier cas où petit r est inférieur ou égal à R1, cela veut dire que mon point M se trouve à l'intérieur de la sphère S1, de rayon grand R1. Donc, lorsque j'applique le théorème de Gauss dans ce cas-là, je vais considérer une surface de Gauss qui est une sphère de centre O et de rayon petit r à l'intérieur de la sphère S1. Alors, le théorème de Gauss dit que le flux du champ électrostatique E sur une surface fermée S est égal à la somme des charges intérieures à la sphère divisée par epsilon 0. Alors, calculons le flux de E à travers la surface fermée de la sphère de rayon petit r. Ce flux est égal à double intégrale sur la surface fermée de E scalaire ds. Alors, E scalaire ds, c'est égal à module de E, module de ds, cosinus de l'angle formé par E et ds. ds étant le vecteur surface orienté vers l'extérieur, il est porté par le rayon vecteur OM. Donc, E scalaire ds, c'est module de E, module de ds, cosinus de 0, puisque E et ds sont tous les deux collinéaires. Ils sont portés par OM. Donc, cette double intégrale est égale à ER ds, c'est égal à ER ds. Alors, le champ électrostatique ici, le module du champ électrostatique ne dépend que de R. Tous les points qui se trouvent sur la surface de Gauss sont à même distance de O. Donc, le champ électrostatique qui ne dépend que de R, il est constant sur toute la surface de Gauss en module. Je peux le sortir de la double intégrale. Il me reste phi égale ER, double intégrale sur ds, qui est la surface totale de la sphère de Gauss, puisque j'intègre sur la surface fermée. Alors, cette surface de la sphère de Gauss est égale à 4 pi r carré. Donc, phi est égal à ER 4 pi r carré. Ce flux est égal à la somme des charges intérieures à la surface de Gauss divisée par epsilon 0. Donc, c'est égal à 1 sur epsilon 0, triple intégrale de rho dv. Puisque la surface de Gauss
qui se trouve à l'intérieur de la sphère chargée en volume de rayon R1 va être aussi chargé en volume avec la densité de charge volumique ρ, et sa charge totale va être égale à cette quantité, à triple intégrale de ρ dV, en intégrant sur le volume de la sphère de rayon petit r. Donc ce volume-là, c'est égal à 4 tiers pi petit r au cube, et finalement la charge intérieure, c'est ρ fois 4 tiers pi r au cube. Et l'application du théorème de Gauss me donnera ER 4pi r carré est égal à ρ fois 4 tiers pi r au cube sur epsilon 0. À partir de cette écriture-là, je peux déduire l'expression du champ électrostatique ER pour R inférieur ou égal à R1. Donc ER, donc je simplifie ici, et j'obtiens E de R égale ρ sur 3 epsilon 0 petit r. Donc on voit que le module du champ électrostatique pour R inférieur ou égal à R1 évolue de manière linéaire en fonction de petit r, et le vecteur ER il est porté par le rayon vecteur OM, il est radial. Alors si maintenant je considère un point M qui se trouve entre les deux sphères S1 et S2. Dans ce cas-là, petit r est compris entre R1 et R2, et le flux, donc le théorème de Gauss, comme énoncé ici, phi égale E ds, calculé sur la surface fermée de Gauss, égale la somme des charges intérieures à cette surface fermée divisée par epsilon 0. Dans le cas présent, la surface de Gauss comprend dans son intérieur la sphère chargée en volume, S1. Donc la charge totale qui se trouve dans son intérieur, c'est la charge de la sphère S1, chargée en volume. Donc, de la même manière que tout à l'heure, E scalaire ds, c'est égal module de E module de ds cosinus de 0, puisque les deux vecteurs sont collinéaires. E, ici, le module de E, c'est ER. Il est constant pour un R donné, c'est-à-dire ce petit r, sur la surface de Gauss, puisque tout élément qui se trouve sur la surface, il est à distance égale petit r du centre. Donc, je peux sortir le ER de la double intégrale, et il me reste intégrale sur ds, qui est la surface de la sphère de Gauss, la surface de Gauss, de rayon R. Donc, la surface de cette sphère, c'est égal à 4pi petit r au carré, égale 1 sur epsilon 0, fois la somme des charges qui se trouvent à l'intérieur de cette surface de Gauss, c'est-à-dire ρ fois 4 tiers pi r1 au cube, qui est la charge totale de la sphère S1 chargée en volume, qui se trouve dans la surface de Gauss. Donc, ER, pour un point qui se trouve entre R1 et R2, c'est égal en module à ρ R1 au cube sur 3 epsilon 0 multiplié par 1 sur R au carré. Ce module évolue en 1 sur R au carré. Et le champ électrostatique, ER, il est porté par OM. Alors, partie 2, calcul de E pour R supérieur strictement à R2 en utilisant l'équation de Poisson. Alors, pour cela, on vous donne la divergence d'un champ radial dans une symétrie sphérique qui est donnée par divergence de E égale 1 sur R2 D sur DR de R2 fois E. Donc, on vous donne ceci pour l'utiliser. Alors, pour utiliser l'équation de Poisson, il faut énoncer déjà l'équation de Poisson relative à E. Cette équation de Poisson relative au champ électrostatique est divergence de E égale ρ sur epsilon 0, où ρ est la densité de charge volumique dans l'espace où on calcule la divergence de E. Alors, pour R, petit r supérieur strictement à R2, il n'y a pas de charge. On est à l'extérieur de la distribution de charge totale. Donc, dans cet espace-là, ρ est égal à 0.
que je remplace dans l'équation de Poisson. Donc, divergence de E va être égale à 0 dans le cas présent. Ensuite, divergence de E, je considère l'égalité donnée dans le cas d'une distribution sphérique et d'un champ radial dans une distribution sphérique. Divergence de E, c'est égal à 1 sur R2, D sur dr de R de E, égal à 0, puisque ρ est égal à 0 pour petit r supérieur à R2. Donc, à partir de ceci, je déduis D de R au carré fois E égale à 0 fois dr. Donc, R au carré E est égal à une constante après intégration. Et finalement, E de petit r égale constante sur R au carré. Mais là, on n'a pas terminé parce qu'il faut déterminer cette constante. Et pour déterminer la constante, il faut utiliser la discontinuité du champ électrostatique ER en R égale R2. Parce qu'en R égale R2, nous avons la surface de la sphère chargée uniformément en surface S2 et on sait, enfin vous le savez d'après le cours, que lorsque on traverse une surface chargée avec une densité de charge sigma, le champ électrostatique subit une discontinuité de part et d'autre de la surface, et cette discontinuité est égale à sigma sur epsilon 0. Donc, dans le cas présent, cette discontinuité se fait pour petit r égale R2. Donc, nous allons calculer le champ électrostatique E de R à droite et à gauche de R2 pour trouver la constante, parce qu'on connaît que la différence de ce champ électrostatique calculé à droite et à gauche de R2 est égale à sigma sur epsilon 0. C'est la discontinuité du champ. Donc, c'est ER2 plus moins ER2 moins égale sigma sur epsilon 0. Alors, ER2 plus, c'est égal à quoi? ER2 plus, c'est égal à la constante sur R2 au carré. Et ER2 moins, c'est la valeur, enfin plutôt l'expression du champ électrostatique obtenu pour petit r compris entre R1 et R2. R2 moins. Donc, c'est ρ R1 au cube sur 3 epsilon 0 R2 au carré. Donc, c'est la valeur de ce champ-là calculée pour petit r égale R2. Donc, la différence de ces deux expressions du champ électrostatique à droite et à gauche de R2 va être égale à la discontinuité du champ, égale sigma sur epsilon 0, où sigma est la densité de charge sur la surface qui sépare les deux régions, sur la surface S2. Donc, la constante, on la sort de cette égalité. À partir de cette égalité, on obtient constante égale sigma sur epsilon 0 R2 au carré plus ρ R1 au cube sur 3 epsilon 0 et on a simplifié par R2 au carré lorsqu'on a transposé à droite la quantité qu'on a ici. Donc finalement, le champ électrostatique E en petit r, lorsque R est supérieur strictement à R2, en utilisant l'équation de Poisson, là, je suis remontée, est égal, ER est égal à sigma sur epsilon 0, R2 au carré, plus ρ R1 au cube sur 3 epsilon 0, le taux multiplié par 1 sur R au carré. Alors, ce champ, comme on le voit, il évolue aussi en 1 sur R au carré. Et il est aussi porté, bien sûr, par OM, puisqu'il est radial. Alors maintenant, on nous demande que peut-on dire du champ électrostatique lorsque petit r tend vers R2? Justifiez votre réponse. Alors, si petit r tend vers R2, il faut calculer le champ à droite et à gauche de R2, parce que, comme on l'a vu, le champ il est discontinu à la traversée de la surface chargée
de la sphère S2. Donc, ER2 plus, c'est l'expression de E en R2, lorsque R égale R2, que je remplace ici R par R2. Donc, ER2 plus, c'est égal sigma sur epsilon 0 R2 au carré plus rho R1 au cube sur 3 epsilon 0, 1 sur R au carré, et je remplace R par R2, donc 1 sur R2 au carré. Donc, ça me donne sigma sur epsilon 0 plus rho R1 au cube sur 3 epsilon 0 R2 au carré. Et ER2 moins, c'est la valeur du champ pour petit r égale R2, mais à gauche, c'est-à-dire pour petit r inférieur strictement à R2. Donc, l'expression de ce champ, on l'a calculée dans la question ici, c'est là. Donc, ER2 moins, R2 moins, donc on est là. Donc, 0, R1 au cube sur 3 epsilon 0, R2 au carré. Alors, la différence, pardon, la différence de ces deux expressions-là, ER2 plus moins ER2 moins, va me donner donc sigma sur epsilon 0 plus cette quantité qui est la même que celle-là, et donc j'obtiens ER2 plus moins ER2 moins égale sigma sur epsilon 0. C'est bon, c'est normal, puisque on retrouve la discontinuité du champ électrostatique ER à la traversée de la surface de la sphère chargée S2. Alors, dernière question de la partie 2. Tracer l'allure de la variation de E en fonction de R. Donc, voici un champ électrostatique en ordonnée. En abscisse, nous avons R. Alors, R va varier dans les trois intervalles, de 0 à R1, de R1 à R2, puis ensuite de R2 à plus l'infini. Alors, nous avons vu qu'entre 0 et R1, lorsque R appartient à l'intervalle 0R1, le champ varie linéairement en fonction de petit r. Il vaut ρ petit r sur 3 epsilon 0. Et en R1, il vaut ρ R1 sur 3 epsilon 0. Donc, je remplace petit r par R1. Entre R1 et R2, le champ électrostatique varie en 1 sur R carré. 1 sur R carré. Et à droite de R1, ici, le champ électrostatique, il vaut encore ρ R1 sur 3 epsilon 0. Donc, on constate qu'à la traversée de la surface de la sphère S1 qui est chargée en volume, à la traversée de cette sphère, il y a continuité du champ parce que la sphère, elle est chargée en volume. Pour R supérieur à R2, le champ évolue en 1 sur R carré. Vous pouvez voir son expression. Il est en 1 sur R carré. Ici, c'est petit r au carré pour l'évolution. Et pour R égale R2, l'expression de ce champ à droite de R2, c'est sigma sur epsilon 0 plus rho R1 au cube sur 3 epsilon 0 R2 au carré. Et à gauche de R2, ici, l'expression du champ, c'est ρ R1 au cube sur 3 epsilon 0 R2 au carré. On voit que lorsque je fais la différence entre ER2 plus moins ER2 moins, je vois la discontinuité du champ ici. Voilà. La discontinuité ici, qui est égale à sigma sur epsilon 0. Lorsque vous faites la différence ER2 plus moins ER2 moins. Voilà pour la résolution de l'exercice 2.